Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Yéna. Yéna, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Alors pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, et c'est aussi mon cas d'une certaine manière, même si on a eu l'occasion d'échanger et de partager avant cette émission, déjà un site internet, ça donnera l'occasion pour ceux et celles qui suivent cette émission peut-être de suivre en même temps ton actualité, ce que tu proposes sur ton site www.yena-project.com. Donc projet, mais mode anglophone, P-R-O-J-E-C-T. Yena, I-E-N-A, le tiret du 6 si vous n'avez pas de clavier numérique, project.com. Yéna, tu proposes du live coaching, du channeling, et pour ceux et celles qui le souhaiteraient, mais c'est vraiment pas, j'allais dire de prime abord ta tasse de thé, des séances individuelles. Ça c'est sur demande exclusivement, donc ce qui n'apparaîtrait pas de prime abord sur ton site internet. Exactement. Alors on va voir que toi, ton kiff, c'est ça. c'est le groupe, les gens, et de pouvoir faire bouger la somme de ceux et celles qui sont ensemble en miroir. C'est là où tu es dans ton élément. Alors, avant de comprendre ou de saisir un peu mieux ce que tu proposes, qu'on voit un petit peu ton parcours, qui est somme toute très atypique. Déjà, d'une part, les internautes noteront que j'ai pas donné ton nom de famille, et tu es la première à qui ça arrive, et pour cause, bah ouais, comme quoi il y a un début à tout. Mais voilà, rebelle, hein. tu souhaites ne pas mélanger, en tout cas, vie professionnelle et vie privée. Avoir cette intimité pour toi, c'est important. On pourrait potentiellement en même temps se dire, bah ouais, elle a peut-être le pourquoi du comment, les origines asiatiques. On sait que peut-être, ça peut, hein, pourquoi pas, avoir une certaine forme de discrétion, de pudeur. Donc voilà, de pas mélanger, j'allais dire les torchons et les serviettes. Bon, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, mais en tout cas de bien séparer, et de fragmenter les différentes rôles qu'on pourrait avoir dans notre vie. Pour toi, voilà, c'est important, donc total respect en tout cas par rapport à ça. Merci. Et puis en même temps de découvrir un petit peu justement ce milieu dans lequel tu as grandi, et d'essayer de saisir, de comprendre un petit peu ce qui t'a forgé, pour pas dire formé, en tout cas les expériences de la vie. Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu déjà la famille, quel type socio-culturel dans lequel tu as évolué? Ouais, ok. Alors donc je suis née dans une famille de parents immigrés de première génération. Ils sont originaires de Macao, donc c'est dans le sud de la Chine, près de Hong Kong, et en fait c'est connu pour les casinos, c'est le Las Vegas de l'Asie. Et en fait mes parents sont venus, je crois en 76-77. Moi je suis née un petit peu après. Je sais pas si je vais révéler mon âge tout de suite. Tu fais comme tu veux. veux. Les femmes ne révèlent pas leur âge généralement. En fait ils sont en fait on était dans une famille donc immigrés de première génération. Mon père travaillait au restaurant chinois comme beaucoup d'immigrés de première génération font. Ma mère était mère au foyer, et du coup j'étais dans une famille, on peut le dire, pauvre. Voilà, une famille pauvre. 4 personnes, j'avais ma grande sœur, moi-même et mes 2 parents. Et en fait, du coup... Les valeurs qui ont été essentielles dans lesquelles tu as évolué, c'est lesquelles? Alors le travail, on peut imaginer. C'est exactement. Tu m'as arraché les mots de la bouche. Ouais. Le travail. Parce qu'on pourrait croire que c'est des clichés, par rapport, on va dire, à l'Asie, mais vous êtes des bourreaux de travail, quoi. On est des bourreaux de travail. Ouais. Alors, est-ce que c'est un cliché pour toi, ou est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. On est, je sais pas si on peut dire, on est câblé comme ça, ou c'est dans notre éducation. Enfin, c'est une fierté en fait de travailler. C'est pas une souffrance. Travailler, on construit, ça nous permet de nous offrir ce qu'on veut dans la vie, et les Chinois prônent la richesse en fait. Dès l'enfance en fait, on nous fait des cadeaux, ce sont ce qu'on appelle des enveloppes rouges en fait. Quand on donne des cadeaux, même aux enfants, c'est de l'argent qu'on offre, et on souhaite aux enfants de devenir riches. C'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les pays peut-être orientaux avec un héritage judéo-chrétien peut-être. Oui, tout à fait. Alors justement, moi ça m'interpelle beaucoup ce que tu es en train de dire déjà. On voit déjà un peu le milieu, le bain, et de savoir comment est-ce que il t'a été facile ou non de t'intégrer dans un pays comme la France. Alors quand je parle d'intégration, on peut parler potentiellement de communautarisme, de ségrégation. On peut aussi voir que c'est le cas de beaucoup d'exilés
qu'importe le pays, de ne pas se sentir vraiment du pays d'origine de la famille et de ne pas s'en sentir, entre guillemets, du pays d'accueil. Donc de tirailler entre deux cultures. Et des fois, ce tiraillement, s'il s'agit de définir notre identité, on n'est ni l'un ni l'autre, on est un peu plus que ça, mais en même temps, il y a toujours cette recherche d'appartenance, de finalement qui je suis, en lien à mes aïeux ou en lien au pays dans lequel je suis. Donc, est-ce que cette évolution, puisque tu es née en France, tu es française, cette évolution... Je ne suis pas née française, en tout cas. Tu n'es pas née française ? Je suis devenue française à 11 ans. Ah, d'accord. Je suis née portugaise. Oui, parce que Macao, ancienne colonie portugaise, d'accord. Donc, tes parents ont décidé de maintenir le pays de colonisateur, donc portugais, d'accord. Il fallait le temps d'avoir les papiers, en fait, d'avoir la nationalité. D'accord. Que j'ai eu 11 ans, effectivement. D'accord. Alors, par rapport à cette, j'allais dire, si on peut parler d'assimilation, j'aime pas forcément ce terme, mais en même temps, il peut être compris d'une manière, on va dire, assez subtile. Qu'est-ce que ça veut dire être assimilé ? Donc, comment s'est passé ce vocable, cette assimilation pour toi ? En fait, dans l'enfance, c'est très différent entre ce que je ressentais enfant et ce que je ressens maintenant. C'est sûr. Et quand j'étais enfant, oui, je me sentais du coup un peu honteuse. C'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'on était pauvres, parce que j'étais une immigrée. Et en fait, quand ma mère m'appelait, on me parlait au téléphone, j'étais avec des copines ou quoi, à l'époque c'était téléphone fixe, ma mère me parlait en chinois et je lui répondais en français. Alors que ma mère ne parle pas très très bien le français, mais elle comprenait quand même, j'employais des mots simples, parce que j'avais honte de mes origines. J'avais des objets, je me souviens très bien, une boîte de lunettes avec des typos en chinois. Je cachais les typos chinois, j'avais honte. Parce que voilà, c'était le côté pauvre. Ce qui était honteux pour moi, c'était... C'était pas tes origines, c'était le côté pauvre. Oui, mais pour moi, c'était relié à mes origines, en fait. Ah, d'accord. C'est comme ça que je le ressentais petite. Tu faisais l'association. Parce que j'étais une immigrée, en fait, de deuxième génération, mais j'étais une immigrée. Et quand j'étais enfant, c'était ce truc-là. Et maintenant, c'est complètement le contraire. Maintenant, quand tu m'as demandé, quelque part, c'est pas un choix, mais tu m'as dit oui, soit t'es pas vraiment là, soit t'es pas vraiment non plus de l'autre côté. C'est le contraire. Ce que je vis maintenant, c'est que je suis une citoyenne du monde. Et je me sens partout. Bien partout. Je suis à Macao, j'y vais tous les ans. Parce que mes parents sont retournés vivre là-bas. Mon père à Shanghai, il s'est expatrié de Macao à Shanghai. Je me sens bien partout. Parce que je considère que je suis une citoyenne du monde et qu'en fait je suis une terrienne. Et que, en fait, j'ai des choses à prendre de partout. Et je suis fière quelquefois de dire, ouais, mais ça c'est parce que je suis chinoise, que j'aime le karaoké, par exemple. Et soit, je dis, ouais, mais ça c'est parce que je suis française. En fait, ce qui t'arrange. Exactement ça. Je suis une maline. Tout ce qui m'arrange. Et de temps en temps, j'arrive à dire que je suis portugaise. Et ouais, je suis portugaise. Regardez, là, j'ai des poils. Pour une chinoise, je suis poilue. En fait, on me dit, mais non, pas du tout. Et moi, c'est quand ça m'arrange, en fait. Et comme j'ai un petit peu de son japonais aussi, de temps en temps, voilà, je joue avec ça. J'aime beaucoup jouer, en fait. Alors, c'est très intéressant parce que, tu vois, le milieu socio-culturel est important et c'est ce qui, quelque part, nous définit dans un premier temps. Donc, l'être humain est doué pour pallier à ce qu'il estime être chez lui des manquements. Donc, si, en tant qu'enfant, tu as grandi avec, quelque part, la honte d'être d'origine étrangère, associée à, entre guillemets, la pauvreté et le fait de devoir, quelque part, vivre dans une certaine forme de revanche à avoir. C'est vrai. C'est-à-dire que tes parents, du fait de leur statut social, ont travaillé très dur pour que toi et ta sœur, enfin, en tout cas on peut l'imaginer, vous ayez... on va dire une qualité de vie que peut-être eux n'ont pas eu, à savoir faire des études notamment, et puis être heureuse dans le pays qui vous a accueilli. Comment est-ce que tu estimes que cela a développé chez toi justement une posture intérieure pour sortir du lot? Et si on peut dire ça, je dresse le tableau. Donc tu es une femme. Donc, dans un pays, et je pense que c'est un peu dans tous les pays du monde, hein, le patriarcat est encore très présent, donc c'est pas forcément évident. Tu es jeune, tu es d'origine entre guillemets étrangère, et puis ça se voit physiquement. T'es pas européenne de prime abord, issue d'un pays étranger, donc l'assimilation, en tout cas le regard que peuvent te renvoyer les autres est peut-être plus difficile encore. Sans compter que il n'y a pas autant de personnes asiatiques dans les années de ton enfance qu'il y en a à l'heure actuelle. C'est vrai. Oui. Donc il y avait peut-être aussi cette idée d'être une minorité. Tout à fait. Et le regard des petits copains, des copines, etc. joue. Et les enfants sont très durs les uns avec les autres. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu estimes que cela a développé chez toi ?
Ouais, ça a été un moteur en fait. Effectivement, quand j'étais enfant, bah, les enfants sont cruels, de toute façon on le sait. C'est drôle comme ça maintenant quand j'en parle. Bol de riz, etc. Ching Chang Chong. Ouais, du coup maintenant j'en joue. J'ai un pseudo, c'est Ching Chong dans un domaine artistique. On en parlera peut-être plus tard, le sound painting, où je suis connue pour être Ching Chong. C'est c'est en blague. Mais maintenant j'en joue. Mais c'est vrai, enfant, je le vivais mal et c'est vrai que je me souviens à la maison, bah, ma maman, du coup, étant mère au foyer. Hein, elle a travaillé, mais à sa manière, pour nous. Hein. Et dans tous les cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu beaucoup d'amour hein, dans mon enfance. Et finalement, maintenant, je m'en rends compte. Avant, j'étais frustrée parce que je voyais les enfants, eux, ils pouvaient s'acheter ça. Ils avaient des cadeaux. Et moi, j'avais des cadeaux que pour mon anniversaire à Noël, 2 fois dans l'année. Et on n'avait jamais de cadeaux, on ne pouvait pas acheter ce qu'on voulait, on n'allait jamais au resto, on n'allait pas en vacances, sauf une fois tous les 2 ans pour aller à Macao. Donc, il y avait un truc quand même un peu frustrant. Et en fait, il y a quelque chose dont je me souviens vraiment, c'est ma mère. Parce que c'est elle que je voyais le plus à la maison. Mon père travaillait dans les restaurants, donc on le voyait très peu, à part le dimanche. Et même quand il était là en journée, il faisait la sieste, normal, parce qu'il avait les services, hein, midi et le soir. Et ma maman, en fait, je la voyais à la maison, tout le temps, dans le canapé, à regarder la télé, etc. Et en fait, c'est mon interprétation, je ne la voyais pas épanouie. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je veux pas être comme ça. C'est ça, c'est ce truc de revanche. En fait, tu dis, mais moi, je veux pas être dans cette situation. De subir. D'être seule, en fait. En fait, je me dis, elle peut pas être épanouie parce qu'elle a pas d'amis. Elle faisait des activités à l'école d'art plastique, des choses comme ça, elle faisait de l'aérobic. Mais elle avait une seule copine, une fois de temps en temps, parce qu'elle, comme elle parlait pas, en fait, ça l'a coupée des autres. Et je me suis dit, mais moi, je veux pas ça. Moi, plus tard, je veux être riche, je veux pouvoir m'acheter ce que je veux, je veux pouvoir être avec des amis, je veux pouvoir me développer. Et pour moi, je voyais l'épanouissement en lien avec les autres, en fait. Et quand j'ai eu 5 ans, 6 ans, non, 7 ans, 6 ou 7 ans, je me suis dit, on m'avait demandé, Yéna, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire comme cadeau ? Je sais pas si tu vois les mini paperboards pour les enfants où tu peux écrire, t'as des chiffres en plastique là que tu colles tout à fait, et des lettres de couleurs très vives. Et en fait, on m'a offert ça pour mon anniversaire. Et dès que je l'ai eu, je fais maman, assieds-toi dans le canapé. Elle s'assoit, elle me fait qu'est-ce qu'il y a ? Et je lui dis bah maintenant je vais t'enseigner le français. Et en fait, c'est parti de ce truc-là de transmission. Parce que moi, j'apprenais tout juste à l'école parce que ma langue maternelle n'est pas le français, hein. C'est le chinois cantonais. À la maison, on parlait chinois cantonais. Et ce que moi, je venais d'apprendre, je voulais le transmettre parce que je voulais qu'elle accède à l'épanouissement. Et pour moi, ça passait par la communication, d'être avec les autres, en fait. Ouais, c'est intéressant. Et c'est un truc, cette image qui m'a marquée, et c'est marrant, dans les différents métiers que j'ai fait, même précédemment, le moteur vient de cette histoire-là. Ouais, mais c'est intéressant. Ça marche à chaque fois. C'est synonyme de liberté. Ouais, c'est ça, liberté, c'est très important pour moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est ? Dans quelle mesure est-ce que tu estimes que, on va dire, des valeurs dites spirituelles, soit de par les traditions de tes parents, étaient vives, importantes, ou est-ce qu'il y avait cette idée peut-être d'être athée, de croire en rien, si ce n'est dans les valeurs de travail dont on parlait tout à l'heure ? Ah, donc mon parcours est passé par plusieurs étapes. Donc en fait, j'ai été, côté de ma mère, c'était bouddhiste taoïste. Donc côté de mon père, c'était catholique, de par les lignées portugaises. Et à la maison, j'avais une Vierge Marie phosphorescente. Je me souviens très bien, j'étais en lit superposé, j'étais en haut. Et tous les soirs, je priais à la Vierge Marie et je lui demandais des choses. Mais en fait, ce que je demandais, ça n'arrivait pas. Donc, quand j'avais 14 ans, je me suis dit, mais arrête de prier, si tu veux obtenir une chose, agis. Et là, je suis devenue athée, à ce moment-là. Et je suis devenue athée, mais en même temps, en me disant, voilà, si tu veux faire les choses, agis. Arrête de demander et attendre que ça apparaisse comme ça, comme un miracle. Et donc, je suis devenue athée, et en même temps, par ma culture chinoise, et du côté bouddhiste, tout ça, on croit à la réincarnation. Et on croit aussi à la vie après la mort, aux fantômes, aux esprits, aux fantômes. Et c'est quelque chose auquel j'ai toujours cru, en fait. Parce que ça faisait partie de ma culture. Quand on allait à Macao, je me souviens, l'été, il y avait la fête des morts, ou je sais pas quoi, il y a une sorte de cérémonie pendant tout le mois d'août, je crois, où on ouvre la porte et on considère que les morts sortent dans la rue, et en fait on brûle des choses dans la rue pour leur transmettre. On considère que quand on brûle quelque chose, ça va dans l'au-delà et qu'ils peuvent se servir. Ça fait partie des traditions tout à fait, de ma culture. Et du coup, j'ai toujours effectivement cru
à ça, et donc c'était déjà une ouverture sur la spiritualité, je pense. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que on voit à quel point tu t'es donné, on va dire, une sorte de défi ou de challenge ou de revanche C'est vrai. sur une situation que tu as connue quand tu étais petite, notamment en lien à ta mère, du modèle qu'elle te renvoyait, du fait de la communication comme étant la solution et source d'épanouissement, de liberté. Et en même temps, à travers tes études, tu ne choisis pas de faire des hautes études, tu choisis une filière artistique, donc un bac L avec option histoire de l'art, art plastique, et puis par la suite fac, art plastique. Ouais. Alors j'aimerais que tu m'expliques justement comment, en ayant peut-être cette idée de vouloir réussir sa vie, ce qui veut tout dire et rien dire. Mais tu l'as dit, de ces rêves de petite fille, voilà, avoir de l'argent, être épanouie, être libre, communiquer. Pour manquer de rien. Voilà, m'offrir tout ce que je veux. Ce qui n'était pas le cas enfant. C'était ça. Et en même temps, pouvoir réussir dans la vie, entre guillemets, en passant par une filière artistique. Je ne sais pas d'ailleurs si tes parents t'ont vraiment dit oh, bravo ma fille, super, tu vas dans le domaine artistique, génial. La plupart du temps, moi qui ai même emprunté cette voie, c'est bon. Franchement, pour réussir sa vie, en tout cas d'un point de vue professionnel, il y a mieux parce que c'est plutôt la voie de garage, le domaine artistique. Donc tu m'expliques un peu ce qui pourrait paraître comme une incohérence ? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que je suis orientée objectif, mais je vois les choses comme étape par étape. Du coup, pour réussir, j'ai compris qu'il fallait avoir son bac. Pour avoir son bac, j'ai choisi là où j'étais forte. Parce qu'en fait, à partir du CM2, CM1, CM2, quand je faisais des dessins, les profs les prenaient. Ah, c'est super, c'est très beau ce que tu fais, Yéna. Ils ne me les rendaient pas, les dessins. Au collège, il s'est passé la même chose. J'étais la meilleure élève un peu du collège. J'avais au moins 5 dessins qui étaient affichés dans la classe. C'est pareil, il ne me les a pas rendus, mes dessins. Quand j'étais allée chercher après au lycée, ah non, je sais pas où ils sont. Ouais, voleur, ah c'est oui, à moi. C'est étonnant ça. Ouais, j'avais 18, 19, 20 de moyenne tout le temps. Et je me suis dit, attends, ton objectif, c'est d'avoir le bac. Et après, on verra. Là, avoir le bac, là où je suis forte, c'est l'art plastique. On m'a fait des études de la seconde spécialisées en art. Et c'était même pas dans la ville où j'étais obligée d'aller dans une autre ville pour aller au lycée. Et j'ai été reçue sur dossier. Il n'y en a que 15 par an qui étaient validés, parce que la moitié faisait théâtre, l'autre moitié faisait art plastique. Et vu les notes que j'avais en art plastique, mon dossier est passé direct, quoi. Et ah oui. Et du coup, par rapport à l'art plastique, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis dit, l'idée c'est d'avoir bac plus je sais pas combien. Voilà. Et je me suis dit, là où je suis forte, c'est ça. Donc j'ai continué. Mais j'aime aussi, parce que non seulement je suis forte, mais en plus j'aime ça. Parce que je suis quelqu'un, effectivement, qui est assez on va dire, passionné, si j'aime pas quelque chose, je le fais pas, c'est tout. Je le fais pas. Donc je vais toujours trouver le mélange quand même de plaisir et en même temps de satisfaction en disant que j'arrive à l'atteindre. Donc comme en art plastique j'étais forte, on verra bien. Et oui, et puis en même temps ça permet d'avoir une certaine forme de reconnaissance. C'est-à-dire que si les autres apprécient ton travail, les autres te donnent de l'amour, de l'attention, donc ça peut être aussi très valorisant d'avoir ce regard des autres et qui valide que dans tel ou tel domaine on est doué et puis donc on aura tendance aussi à vouloir continuer. Est-ce que justement ce regard des autres a été important dans les années lycée, fac ? Tu me parles de ça, j'ai mal au ventre tout de suite. Au lycée, j'étais une ado complexée mais de fou, quoi. Complexée, mais j'aimais pas mon corps, j'avais pas de petits copains, je me trouvais moche, je me trouvais nulle. En plus, c'est le moment où mon père est reparti en fait à Macao. Donc en plus, il y a le deuxième effet qui se coule, qui est en plus de vivre une adolescence comme la plupart des adolescents, on n'est pas bien dans son corps et tout. Il y a le nez, les oreilles qui poussent avant le reste, on a du duvet, il y a des poils qui poussent, on sait pas d'où ça sort, c'est les hormones, quoi. Et j'étais là. Et mon père qui a 14-15 ans repart à Macao pour travailler, voilà ce qu'il disait. Je me suis sentie vraiment démunie, quoi. Du coup, c'est pas le lycée, c'est pas une période que j'ai aimée et je me souviens pas de grand chose d'ailleurs, tellement que j'ai pas aimé. Et la fac ? La fac, ça allait mieux. Pourquoi ? La fac, ça allait mieux. Je me demande si c'est pas parce que
Ouais, Plus d'autonomie, de liberté? Oui, mais j'en manquais pas précédemment en fait. Je me demande si c'est pas venu aussi en confiance parce que j'ai eu mon premier petit copain à 17 ans. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça n'avait rien à voir. Et puis en plus, là, ma mère n'était plus là non plus. Donc il y avait une autonomie totale. D'ailleurs, moi, à 18 ans, j'ai pris mon indépendance financière. J'ai pris mon appart. Mes parents n'avaient pas le choix. Et via quel biais financier? Parce qu'il faut de l'argent pour payer la location de l'appartement, Je etc. travaillais. Je travaillais en même temps que Ah, mais je crois que c'est ça que j'ai aimé, en fait, travailler. Et oui, j'étais en train d'accomplir le fait de pouvoir m'offrir ce que je voulais parce que Mais oui, merci. Je m'en étais jamais rendu compte. Mais oui, dès mes 17 ans, voilà, ma mère est partie, donc je vivais avec ma sœur. Ça se passait pas très bien au quotidien avec ma sœur. Puis en plus, ma fac était très loin de là où j'habitais. Donc c'était les transports en commun. En plus, en banlieue, j'habitais dans le 93. Ouais, pas terrible. Donc j'ai voulu me rapprocher et de mon petit copain de l'époque et de la fac. Et pour ça, voilà, à 18 ans, j'ai eu mon premier vrai job, qui était un job d'été, finalement, qui a continué. Qui était, oh là là, j'étais opératrice de saisie, de la pige publicitaire, en fait, dans des magazines d'informatique. Et c'est marrant parce que je fais ça au départ comme ça toucher le SMIC, très bien. Après, je me dis, tiens, continue, parce que du coup, j'avais de l'argent, j'étais contente, là, mon propre argent. Et je pouvais m'offrir ce que je voulais. Et j'ai pu avoir un appart à 18 ans toute seule, sans garant, rien. Je me suis bien débrouillée, j'ai négocié, Ouais, ils me font, ouais, la petite, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Et je leur ai dit, ouais, quels étaient tous les avantages qu'ils avaient à m'avoir comme locataire. Avec moi, je suis sérieux, je suis chinois, je travaille. Ouais, j'avais mis déjà des arguments. Je suis carré, je vous payerai toujours en temps et en heure. Je serai sage, je serai pas bruyante. Et en fait, oui, c'est ça que j'ai aimé, construire ma vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et comment, parce que je connais pas mal de personnes dans le milieu artistique, en tout cas étudiantin, qui ont difficilement la possibilité de combiner les deux. C'est-à-dire que la plupart du temps, ceux qui suivent un modèle artistique comme voix, ça coûte très cher, le matériel coûte très cher, les parents derrière n'ont pas forcément les moyens, et puis d'avoir à travailler en complément pour payer ses études, un loyer, etc. Donc il y a un moment donné où la vie, le réel, entre guillemets, rattrape potentiellement assez vite, on va dire, la vocation, si on peut parler de vocation, artistique. Donc comment ça s'est passé entre justement l'apport chez toi de grandir, d'avoir cette liberté, cette autonomie, indépendance, et puis de l'autre côté, les études. Est-ce que tu as arrêté parce que quelque part, le fait de l'autonomie, c'était super dans le travail, etc., et que peut-être que tu pouvais évoluer dans ce sens-là, ou est-ce que tu as mené les deux de front? Qu'est-ce que tu comptais faire, en fait, finalement, suite à ces études en fac? Moi, j'ai voulu être galeriste. Après, comme j'ai fait un stage pour mes études dans une galerie d'art, je me suis rendu compte que pour être galeriste, il fallait d'abord être riche, en fait. Je me dis, là, la stratégie, elle marche pas. Mais je me suis dit, on verra. En fait, j'ai quelque chose j'ai toujours, depuis l'enfant, j'ai toujours une confiance en moi. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va bien se passer. J'ai toujours cru en ma bonne étoile. Quoi qu'il arrive. Je me suis dit, t'inquiète pas. Même si, voilà, comme tout le monde, hein, j'ai vécu des choses difficiles, comme tout le monde. Tout le monde en a nos casseroles. Mais j'ai toujours été dans cette forme de courage. De toute façon, j'avais pas le choix. Parce que j'avais pas papa, maman derrière moi. Ils n'étaient pas là pour me donner de l'argent, ils n'étaient pas là pour m'aider, ils étaient là à l'autre bout du monde, et même enfant, hein, je me suis toujours débrouillée toute seule. Voilà, et puis du notamment, coup, je précise, hein, c'est-à-dire que tu aidais tes propres parents, parce que la difficulté pour eux de parler la langue, de suivre les protocoles administratifs, etc., c'est toi et ta sœur, en l'occurrence, peut-être plus toi, d'après ce que j'ai compris, moi. qui gérait tout l'aspect financier, administratif, etc. Donc il y avait cette autonomie très tôt. Alors ce qui m'étonne, c'est comment est-ce qu'il peut paraître un paradoxe entre l'enfance sur le fait que le statut socioculturel, il y a comme s'il y avait un manque, c'est ce que j'entends, et de l'autre côté, cette confiance en toi en disant, et c'est pas tant confiance en toi que confiance dans la vie, ce qui n'est pas forcément la même chose. Donc en même temps, tu nous disais tout à l'heure de ton parcours entre l'athéisme qui est arrivé justement à la période de jeune femme que tu étais, dans cette phase-là, début de l'adolescence. Donc, sur quoi repose cette foi dans le fait que
toute façon, ça va bien se passer. Est-ce que c'est quelque chose qui est, j'allais dire, inné, encore une fois, peut-être traditionnel, inconscient, transmise par la famille, etc. Parce qu'il en faut du courage pour quitter un pays, aller s'installer, s'accoutumer à une langue, des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Ça demande foi dans la vie, peut-être, du courage, etc. Et peut-être que c'est propre peut-être justement à l'Asie. Tu nous parlais de ta mère avec le bouddhisme et le zen, ou le taoïsme. C'est des principes fondamentaux qui aident beaucoup pour appréhender les choses de la vie. Donc je ne sais pas si peut-être toutes ces petites choses-là t'ont inspiré inconsciemment du fait que tes parents, quelque part, l'incarnaient dans une certaine mesure, et que tu te les fais, tiens, dans un pays où pour le coup tu avais une assise, on va dire, de sécurité quand même, qui était peut-être plus que d'être resté dans un pays, on va dire, instable avec le communisme ou que sais-je, tu vois. Bah, c'est pas le cas en fait, Macao. Je sais. Je sais. En termes de PIB, ils sont dans les meilleurs au monde et ils sont. Mais en même temps, on et c'est pas communiste parce que c'est Macao. Je sais. Mais on voit ce qui s'est passé avec Hong Kong, tu vois. Ouais. Macao, pareil, j'ai de toute la même manière. Ouais. Et en même temps, tu vois, c'est rattaché. Il y a toujours ce qui pourrait être qualifié du géant rouge là qui se trouve à côté et qui attend qu'une chose, c'est d'avoir une emprise dessus. Donc bon, sans pour autant m'intéresser à la politique spécifique de Macao, parce que je crois que c'est un paradis fiscal, me semble-t-il. Il me semble. Donc voilà, il y a aussi une sorte d'appréhension peut-être à ce qu'un pays comme la Chine puisse s'emparer de cette aumône, d'avoir ça a l'air bien, c'est ça. la poule aux œufs d'or, Macao, Voilà. avec les casinos. Hein. Donc c'est pour ça que je mentionnais ça. Bon, tout ça pour dire que d'essayer de sentir ou d'expliquer cette foi en la vie, d'où elle te viendrait. Franchement, je ne sais pas l'expliquer. Je suis née optimiste, je suis née un peu battante, hein, il y a un côté comme ça hein, quand même. Inconsciemment sûrement, mais franchement je ne peux pas l'expliquer. J'ai jamais mentalisé le truc, j'ai jamais d'où ça me vient. Et voilà, c'est ce truc-là de dire je suis optimiste, je crois en ma bonne étoile. De toute façon, je sais que j'ai fait un choix, enfant. Ça, je me souviens très bien, j'ai fait un choix. Tu veux être heureuse ou tu veux être malheureuse? Déjà, il y avait un truc comme ça. Moi, j'ai fait le choix d'être heureuse. Coûte que coûte, quoi qu'il m'arrive, et quelles que soient les épreuves, où je me relève et j'avance. Et finalement, cette épreuve-là, c'était une bonne chose, parce que ça m'a appris ça. Toujours positif, toujours optimiste. Après, oui, ouais, après, il y a les conjonctions de astrologie, il y a plein de choses. Hein. Je sais que tout est cohérent hein, dans l'histoire, hein, donc je ne sais pas vraiment l'expliquer. Mais c'est un mélange évidemment de confiance en moi et confiance en la vie. Parce que quand je dis que je crois en ma bonne étoile, c'est quand même un peu en dehors de moi. C'est que je crois en quelque chose qui est supérieur ou ailleurs ou un peu. Et en même temps, tu mentionnais tout à l'heure de passer à l'action. Alors ça, c'est très intéressant parce que peut-être que dans les pays occidentaux, on a tendance à attendre tout cru que ça nous tombe du bec, à la différence de pays comme l'Asie ou peut-être même les Américains, Anglais ont ce côté très entrepreneur. Hein, voilà. Oui. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu réalises que d'avoir ta galerie d'art, finalement, ça va peut-être pas pouvoir se faire? Est-ce que tu arrives à te projeter? Est-ce que tu t'envisages dans une case, façon de parler, mais j'emploie ce mot à dessein. Est-ce que tu te visualises dans l'avenir en disant je serai ça quand tu réalises que la galerie d'art, c'est pas pour toi? Eh ben en fait, ce qui est bizarre, c'est que je me suis toujours dit c'est pas grave, ce qui se passera, ça sera bon, ça sera bien, étape par étape en fait, sans m'être vraiment projetée en disant je dois absolument faire ça. Et finalement, la vie m'a prouvé que ça a marché parce que je me suis retrouvée à des postes qui n'ont rien à voir, quand même, avec ce que je faisais au départ. Hein. Artistique, parce que j'ai commencé l'art plastique à 4 ans. Hein. Je faisais déjà une école d'art plastique municipale, en même temps que je faisais de la musique, tout ça. Enfant. Et j'ai pas fait d'école de commerce, rien. Et je me suis retrouvée dans des trucs quand même assez intellectuels, assez... des personnes qui dirigent le monde au fond quelque part quoi. Donc et à chaque fois c'était ok, c'est nouveau, ça m'intéresse, il y a un défi, ok, j'y vais. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, au défi, à la nouveauté, apprendre de nouvelles choses, expérimenter. Et qu'est-ce qui fait que d'après toi tu n'as pas peur du nouveau? Parce que si on va en venir finalement au coaching, sur l'accompagnement que tu proposes et associé à ton intuition qui s'est développée chez toi avec le temps de plus en plus, c'est que
le propre du coaching, c'est d'avoir cette vision, déjà d'une part, rentrer dans l'action, pas après pas, C'est vrai. et puis d'optimisme. Et quand je parle d'optimisme, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'optimisme, mais c'est plus de s'ouvrir, la capacité de s'ouvrir au nouveau en y voyant les avantages, entre guillemets, plus que les inconvénients. Parce qu'il y a forcément la liberté, qui, si on parle de liberté, dit responsabilité, et dit derrière forcément des choses qui impliquent des devoirs avec cette liberté. Là, en l'occurrence, s'il s'agit chez toi de pouvoir t'ouvrir au nouveau avec cette facilité, c'est quand même peu commun, remarquable. Et quand je dis peu commun, c'est peut-être moi qui fais une généralité pour le coup, tu vois, j'en sais rien. Et on va le voir dans ton parcours, c'est-à-dire que tu t'es arrêté à des études artistiques, tu t'es beaucoup intéressé après à tout ce qui a trait j'allais dire aux vidéos, le fait d'être vidéaste, le cinéma, etc. Et tu t'es lancé dans ce sens-là, de prime abord, à la sortie de tes études. Ouais, j'avais 23 ans quand j'ai commencé à monter ma boîte. Donc tu montes ta boîte, et en même temps, tu vois, c'est ça que je trouve remarquable. Quand on a 23 ans, qu'on sort... surtout à l'époque. Hein. Mais oui. Maintenant, tout le monde crée sa boîte à 22 ans. Mais à l'époque... Et surtout, en plus, faire de la vidéo. Enfin, je veux dire, qui peut s'offrir, on sait ce que ça coûte. Hein. Oui. Trouver la clientèle, etc. Oui. Et vendre le fait que je peux faire de la vidéo pour vous. Oh là, ouais. Mais qu'est-ce que ça implique? Donc... tu t'es tourné vers qui? Vers quoi? C'était quoi le délire? Oui, en fait, le délire, c'est que, comme j'ai fait une fac d'art plastique, on pouvait utiliser de nouveaux médias, parce que moi, voilà, sculpture, modelage, dessin, je faisais déjà peinture, et à la fac, on a dit, vous pouvez utiliser les nouveaux médias, photo, vidéo, installation. Dès que c'est nouveau, ça m'intéresse, j'aime bien expérimenter, j'aime tester. Et la vidéo, j'avais repris une caméra qui était à mon père, qui était resté en France, parce que lui était parti à ce moment-là, et j'avais fait des vidéos pour me marrer, pour faire rire les copains de classe. Et ce qui est très drôle, c'est que cette vidéo-là, quand je la revois, même maintenant, en termes de plan, de valeur de plan, de cadrage et tout, ça respecte tout à fait les règles. Inconsciemment, en regardant beaucoup la télé. Je suis une enfant de la télé. Moi, j'ai appris grâce à la télé. C'est pas mes parents qui m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris l'essentiel, des valeurs essentielles, mais j'ai appris beaucoup avec la télé. Et du coup, en fait, franchement, même quand je regarde maintenant, c'est nickel. Techniquement, le saut de valeur de plan, etc. Et j'ai fait un truc hyper marrant avec une meurtre de tortue, avec les To Be Free, j'avais le boys band, ouais. J'avais des poupées To Be Free que j'avais acheté 10 francs à l'époque. Et j'avais fait un montage et tout, mais tout le monde a pleuré de rire. Et je répondais en plus à la demande du devoir, et je me suis dit, ouais, en fait, j'aime bien faire ça. Ça m'amuse, j'aime bien faire ça. Et du coup, j'ai trouvé... j'habitais à Saint-Ouen à l'époque, dans le 93, près de la fac Saint-Denis. J'étais à la fac Saint-Denis pour la fac d'art plastique. Et je suis tombée. Je me suis dit, t'as une caméra. En fait, mon père, entre-temps, m'a offert une caméra qui était mieux que ça, une PC5 Sony. Très sympa, avec la cassette et tout. Et je me dis, ton père, il a investi, t'as offert une caméra pour que tu puisses faire tes devoirs. Il dit, ce serait sympa que je trouve un cours de vidéo pour avant moi les bases. Et par chance, qui n'est pas une chance, je pense, et le hasard n'existe pas, voilà, le service municipal jeunesse de la ville, il y avait un cours de vidéo en individuel. Je dis, vas-y, j'y vais. Et pendant 4 ans, j'étais en cours individuel avec un réalisateur de documentaires. On s'adorait, franchement, on allait manger chez les uns, chez les autres. Quand je faisais des concerts avec mon orchestre, ils venaient. On partageait plein de choses, on s'entendait super bien. Ils me disaient tout le temps, mais tu sais, Yéna, tu devrais faire ça. Je dis, ouais, arrête. Mais t'es ma meilleure élève. Je dis, ouais, mais tu dis ça parce que tes autres élèves, pardon pour les personnes du 93, mais tes autres élèves, c'est des raquets qui viennent te piquer ton matériel. J'ai dit ça. Ouais, d'accord. Et ils me disaient, non, mais je t'assure, t'as vraiment un truc. Je suis, bon. Et au bout de 3 ans, à continuer à faire des vidéos documentaires avec lui, je me suis dit non, mais je crois que c'est ça que j'ai envie de faire. Et comme je travaillais déjà à la galerie en même temps, en parallèle, je travaillais à l'opéra et à la galerie d'art en même temps, et je me dis je rencontrais des artistes, et en fait j'ai voulu faire une vidéo pour un artiste. J'ai le droit de le nommer ou pas? Oui. Emmanuel Fillot, qui était de la galerie, donc la galerie de Lélia, pour laquelle je bossais. Et j'étais chez lui, je dis en fait, j'aimerais bien m'acheter un trépied, j'ai vu, il coûte 600 €. Mais bon, le truc, c'est que
comme j'aimerais monter ma boîte plus tard, c'est intéressant quand même parce que tu as 20% de TVA en moins. Et je parlais déjà comme ça. Et il me regarde, il me fait, attends Yéna, mais qu'est-ce que tu attends pour monter ta boîte? Je suis jeune quand même. Je dis, attends Yéna, ça fait quelques années que je te connais. Je t'ai toujours trouvé plus mature que ton âge, je t'ai toujours trouvé hyper organisée, hyper solide. Moi, je te vois déjà monter ta boîte tout de suite, quoi. Je fais, Dès le soir même, je suis allée sur le site internet et tout. 6 mois après, j'ai monté ma boîte. Et mon premier client, c'était un contrat de 9 000 € hors taxe pour une grosse boîte. Une grosse boîte d'ingénierie des transports. Avec des partenariats, c'était un truc franco-allemand. Ils ont gagné un prix, d'ailleurs, à l'issue de ce projet-là. Je trouve ça remarquable et admirable. Alors, je pense que les internautes qui t'écoutent peuvent noter 2 choses. C'est déjà ta légèreté. Je suis tranquille. Mais c'est très important ça parce qu'il y a ce côté amusement qui est là, qui est présent. En même temps, très pragmatique, donc les pieds sur terre. Et il y a une certaine forme de, j'allais dire, de naïveté, mais bienveillante. Hein, il ne s'agit pas d'être candide, mais d'avoir cette ouverture d'accueil au nouveau et à la vie. Et ça... rend des gens, on peut en côtoyer régulièrement, qui sont pétillants, qui sont une certaine forme d'insouciance et qui ne se rendent pas compte, en fait, que le fait de témoigner de ça renvoie peut-être à bon nombre de personnes en disant oh là là, mais comment elle se la pète, comment elle est en train de te parler, de se vanter, etc. Et de susciter pas mal de jalousie, en fait. Ouais. Et ça renvoie à une certaine forme de frustration qu'on pourrait avoir à voir, entre guillemets, ce que tu racontes, cette facilité apparente avec laquelle tu racontes ce parcours. Parce que là, on en est, j'allais dire, un petit peu au début dans cette histoire. C'est vrai. Et j'aimerais qu'on fasse, parce que l'émission avance, une sorte de raccourci. Ouais. Tout ça pour nous dire que cet état d'esprit t'a amené de fil en aiguille à rentrer dans du management auprès de très grosses entreprises, à driver des chefs d'entreprise, des chefs de projet. Et c'est pour ça tout à l'heure tu parlais des décideurs. Mais en fait, tu as été amené petit à petit à côtoyer ces gens-là, non pas parce que tu avais les diplômes, mais parce que ton ouverture, ton accueil, ta capacité d'innovation, donc ta créativité, faisait que tu comprenais comment, on va dire, gérer le fonctionnement même de qu'est-ce qu'être un être humain, créateur, créatif. La seule difficulté qui reste quand on est dans ce principe-là, par la suite, c'est comment on fait à plusieurs. Le management, les équipes, etc. Donc ça, c'est très intéressant. J'aimerais que tu nous dises, en faisant une sorte de raccourci historique, finalement, où est-ce que tu en es arrivé à un moment donné de ta vie où il y a eu peut-être un basculement, parce que chez toi, tu parlais au tout début d'être passé dans la phase athée, est venu s'ouvrir à nouveau, j'allais dire, la phase spirituelle. Peut-être qu'un des emblèmes comme ça de la spiritualité à l'anglo-saxonne avec le modèle américain, c'est Tony Robbins. Oui. Hein, clairement. Et quand on voit ce mec-là et ce qui rayonne, son assurance, sa joie de vivre, ce par quoi il est passé, parce que ça n'a pas été... avec sa mère, tout ça. Ça n'a pas été si facile que ça, mais d'être dans cet optimisme, quoi qu'il arrive, et puis d'être persuadé que la vie ne vaut que du bien. Donc, où est-ce que ça t'a emmené un peu cet état d'esprit, au final, pour expliquer cette peut-être renaissance ou spirituelle? Je ne sais pas par quel bout le prendre, en fait. Il y a tellement d'éléments dans ce que tu viens de... Je sais, la question est large, mais ta réponse me permettra de mieux préciser. Ok. Donc la question, c'est où est-ce que j'en suis arrivé par rapport à quoi, là, tout de suite? Au niveau du fait du management, des différents postes que tu as reçus, ok. alors que tu n'avais pas de prime abord les compétences, à savoir les diplômes, etc., mais des grands postes à responsabilité de management qui t'ont été donnés. Ok. Et dans quelle mesure ces postes-là, ça sera la deuxième partie de la question, t'ont réouvert, entre guillemets, à ce qu'on pourrait appeler à l'intuition, à la synchronicité, à la spiritualité? Oui, en plus c'est relié, donc ça fonctionne. Ok, donc le côté équipe management, en fait, du coup ça marche parce que ça marche avec ce que je disais avant. Hein. Mais t'inquiète pas, je vais faire... bref, j'ai bien compris. En fait,
j'ai ma boîte, voilà, j'ai toujours ma boîte de vidéos. Et quand je voulais vraiment la développer, en tout cas, voilà, je suis rentrée dans un réseau d'entrepreneurs qui est international. Je ne vais pas citer le nom parce que j'ai pas envie de faire de pub. Et en fait, j'étais rentrée comme membre il y a 11 ans pour trouver de nouveaux clients. C'est un système d'entraide où on se voit toutes les semaines en petit déjeuner d'affaires. Et chaque semaine, on raconte quelque chose par rapport à notre métier, une histoire différente, pour que ça inspire les autres à nous trouver des clients. Voilà, en gros, c'est ça, on s'entraide. Et en fait, là-dedans, dès le départ, voilà, j'étais membre fondatrice du groupe dans lequel j'étais membre sur Paris. Et comme j'aime toujours l'énergie de groupe, j'aime bien me marrer aussi. Voilà, on faisait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ça, c'est vrai que c'est ma manière de fonctionner. Très vite, en fait, voilà, on m'a demandé de prendre des rôles. Dès le deuxième mandat, j'étais vice-présidente. Après, on m'a demandé d'être présidente. J'ai dit, oh non, moi, le matin, c'est pas mon truc. Moi, je suis un animal nocturne. La créativité, souvent, c'est la nuit qu'on est le meilleur. Et en fait, du coup, après, j'étais présidente. J'ai accepté finalement d'être présidente du groupe dans lequel j'étais. Et suite à ma présidence, comme j'ai amené le groupe à des très beaux résultats, parce que j'aime bien, je suis comme ça, j'aime bien faire réussir les autres. On m'a repéré, on m'a dit, toi, ça serait bien que tu sois directrice de groupe. Est-ce que tu pourrais, en plus d'être membre de ton groupe, accompagner d'autres groupes en partageant ton expérience, à réussir à leur tour ce que tu as déjà fait toi en tant que présidente dans ton groupe? Ouais, ils me l'ont lancé comme un défi, ils ont compris un peu comment j'étais câblée. Et du coup, j'ai commencé à accompagner un groupe. Après, on dit, ouais, mais Yéna, t'es comme hyper fonceuse et t'as du courage et je pense que tu as le profil pour créer un groupe. Ok. Bon, je crée un groupe, j'y arrive. En fait, c'était un groupe qui était incréable. Ça faisait 1 an et demi, c'était là, et c'était 7 comme ça. Et j'ai réussi à les lancer quelques mois après. Et après, on me fait, Yéna, ça serait bien que tu sois directrice de directeur. Donc, j'étais directrice de zone. En fait, ça s'est fait, mais j'ai jamais rien demandé. Ça s'est fait naturellement parce que tout simplement, je me suis impliquée, j'avais confiance, j'étais orientée sur les résultats, j'ai un très bon relationnel. Je pense que ça aide aussi. Et j'ai toujours observé l'humain, les êtres humains. Je m'intéressais déjà beaucoup à psychologie, voilà, c'est ça. Je voulais pas dire psychanalyse, mais à psychologie, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a permis d'aller assez rapidement d'un état à un autre, en tout cas professionnel. Et après, j'ai été repérée par le Bureau national, qui m'a demandé, ils ont créé un poste pour moi. Bon, il y avait cette demande-là, mais ils voulaient que ce soit moi, pour être responsable national de la formation et de la méthode. Et je continue à accompagner un groupe qui, effectivement, j'ai amené à avoir pas mal de trophées nationaux et internationaux. Voilà, alors qu'en fait, pour moi, c'est un jeu, quoi. C'est de la stratégie. Pour moi, je vois ça comme un jeu. Alors, parce qu'en même temps, ce qui est intéressant, tu vois, c'est les termes que tu utilises, à savoir stratégie, par exemple, et qui fait beaucoup écho au milieu des entrepreneuriales, entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est tu parles de jeu. Est-ce que la plupart des gens oublient, dans le fait de s'amuser, ou quand on joue à un jeu, c'est qu'il y a des règles? La plupart du temps, les gens s'imaginent que jouer à la vie, on peut le faire sans règles, sans cadre. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, on est amené à être battu au gré des flots, des vents, et on suit un fil qui pourrait être décousu, et qui des fois peut-être ne donnera pas de fruits, puisque on est ballotté au gré des vents. Or là, tu nous parles de quelque chose qui, entre guillemets, se construit. Et ce qu'on a eu l'occasion, à travers notre échange, de mettre en perspective, en tout cas tu me l'as répété plusieurs fois, c'est que toi, ce que tu aimes bien, c'est le challenge. C'est vrai. Pas pour prouver aux autres, c'est pas ce qui t'intéresse, mais c'est pour toi. Tiens, est-ce que je suis capable de le faire? C'est vrai. Et si je suis capable de le faire, quel résultat je peux obtenir? Juste pour le plaisir de voir ce qu'on est capable de faire. C'est au même titre que de passer son permis. Tiens, est-ce que je suis capable de réussir mon permis de conduire? Tiens, est-ce que je suis capable de piloter un avion, un hélicoptère, de faire de la planche à voile, du surf? Bref, j'en sais rien, mais juste pour voir. Et notamment d'être à l'écoute des sensations que cela va susciter. Parce que dans cette histoire-là, c'est comme d'aller un peu à un manège, à sensations. C'est j'y vais pourquoi? Pour vivre et ressentir des choses en moi. Donc je t'ai posé la deuxième question, c'était dans quelle mesure est-ce que la spiritualité est venue renouer, ou le domaine de l'invisible, ou je sais pas, qu'importe. Oui, effectivement, c'est relié à ce réseau, parce que j'étais directrice d'un groupe dont je ne suis plus directrice. Là, je suis toujours directrice de groupe, mais pas de celui-là, qui était le premier que j'avais accompagné.
il y a eu un conflit dans le groupe. Hein. Donc moi, je suis la directrice de groupe. J'étais la directrice de groupe et il y avait une présidente. Enfin, faut pas trop que je nomme deux personnes parce qu'après ça, on peut retrouver les personnes facilement. Mais disons qu'il y a eu un conflit. Et du coup, j'ai demandé à une troisième personne de rester dans une réunion. Et en fait, je voulais qu'elle reste, hein, parce que je voulais qu'elle voie ce qui se passait. Et en fait, les deux personnes m'ont vraiment accablée. Ouais, ça va pas, le groupe, c'est à cause de toi. Nanana, on veut changer de directeur. Nanana. Et moi, j'ai encaissé et tout. J'avais un bouclier transparent, je le voyais. Hein. Mais en même temps, je notais, j'écoutais et je me disais, bah, il y a sûrement du vrai dans ce qu'ils disent. Donc, note, t'étais pas en mode, ouais, c'est bon, c'est moi qui ai raison. Non, note et tu verras bien. Et puis, du coup, j'ai pris cette troisième personne comme témoin qui assistait à la scène parce que c'est la deuxième fois qu'il me refaisait le même sketch, entre guillemets, de reproche, et je suis OK. Et du coup, bah, après, j'en discutais avec la personne, elle était choquée. Cette personne était choquée, elle me fait ouais, mais te rends compte, moi j'aurais fondu en larmes et tout. Et puis après, bah, finalement, la solution est parvenue. Voilà, je raconte pas le détail, ça n'a aucune importance. Et du coup, avec cette personne-là, on est devenus proches. Hein. Maintenant, on est amis, hein. Enfin, on est très très proches. Ce témoin. Voilà. Et en fait, elle sait que je lui dois beaucoup, hein, et c'est elle qui m'a amenée à la spiritualité parce qu'on avait une discussion pour parler justement de cet incident-là. On avait changé de lieu de réunion, on était dans un autre hôtel. Ouais, te rends compte, là où on était, il y avait une mauvaise énergie, les personnes étaient maltraitées. Elle me disait ça, oui, il y avait un mauvais feng shui. Et là, je parlais de feng shui. Ça, c'est tout à fait dans ma culture. Hein. Moi, depuis que je suis petite, ma mère fait le meuble, faut le mettre là, comme ça, comme ci, comme ça. Pas de miroir devant le lit. Et ça m'a toujours intéressée. Donc, il y avait quand même cette connexion-là déjà spirituelle. Et quand le fait que je lui parlais de feng shui et d'énergie, elle a commencé à me dire des trucs. Elle tendait l'oreille. Elle me donnait des infos. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle me fait, ouais, j'entends. En fait, elle est clairaudiente, mais elle est aussi clairvoyante. Et du coup, on parle d'une autre situation avec des collègues et tout, donc je nommerai personne, je donnerai pas de situation parce qu'on peut retrouver. Et je dis oui, et moi je la vois, et je voyais la scène. Je voyais des visualisations, des images. Je dis oui, mais là, elle est en train de pleurer. Je la vois dans un bureau en train de pleurer, et lui, il est debout en train de la consoler. C'est pour ça qu'ils veulent ma peau. Il y avait des histoires comme ça. Elle fait, oui. Elle me dit oui, je vois la même chose. Et en fait, on s'est regardé. Je fais, mais en fait, on a des. Et c'est là qu'elle m'a amenée. Elle a créé un groupe en fait de constellations énergétiques à Paris parce qu'elle le faisait à Bordeaux. Et constellation familiale qui sous-entend énergétique. Pas que, en fait, c'est constellation énergétique, présence consciente. En fait, on travaille par de la canalisation. En fait, on a des infos, mais c'est pas, comme dirait notre guide, c'est pas papa, maman, la bonne et moi. Quoi. Il y a des fois, oui, mais c'est pas basé que dessus. C'est vraiment, on va de temps en temps consteller une énergie, de comment nous on se situe par rapport, par exemple, à la culpabilité, voilà, des notions en fait. Et c'est très varié. C'est pas que par rapport à des personnes, de schémas structurels. Oui, d'accord, familiaux ou autres. Alors là, c'est intéressant et j'aimerais que tu puisses m'expliquer comment une personne rationnelle comme toi, en tout cas. D'apparence. Oui, d'apparence. Très structuré, qui a fait du management, etc., dans le milieu entrepreneurial, qui a été à un moment donné athée, se tourne, parce qu'il faut avoir quand même une sacrée ouverture d'esprit. Je dirais, si on parle d'accueillir des visions, de channeling, et puis avec ton ami, de pouvoir en parler, de valider certaines choses qu'elle voit, que tu vois aussi, ou inversement. Je veux dire, là, on pourra rentrer dans la Twilight Zone. Hein. Tu vois, la quatrième dimension, tout de suite, c'est mais attends, ce que je suis en train de te dire, c'est grosso modo, il y a un décalage, de prime abord, entre ce que tu nous racontais de prime abord avant, et puis là, comme s'il y avait un saut quantique de fait. Ouais, alors que non. Bah ouais. Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette transition en toi? Bah, en fait, ça a été une révélation. Parce que c'est quelque chose que j'avais toujours eu en moi, mais je n'avais pas mis de doigt dessus, en fait. Et spontanément, il y avait toujours des personnes qui venaient me voir, qui me demandaient des conseils, et je leur donnais des infos, mais sans savoir d'où ça venait. Et on me fait, ah, Yéna, t'as raison. En fait, il y avait toujours ce truc-là, où c'est pour ça que j'avais cette assurance, parce que quand je sentais des choses depuis l'enfance, hein, je fonctionnais à l'instinct, en fait. Parce que j'avais pas trop le choix non plus. Hein. Comme mes parents, ils géraient pas trop le français, que j'ai dû me construire toute seule et ils m'accompagnaient pas pour faire les devoirs à la maison. J'ai tout fait toute seule et du coup j'ai dû, comme un animal, on fonctionne à l'instinct en fait. Moins on est guidé, plus on est libre et plus on fonctionne,
l'essence qu'on a, quoi. Donc l'instinct, en fait, j'ai utilisé tout de suite sans m'en rendre compte. Et souvent, je disais des choses de manière un peu affermie, avec une voix comme ça. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Ouais, t'es méchante ou quoi? Mais en fait, j'avais pas compris qu'en fait, c'était quand mon channel intervenait. Alors, au fil du temps, j'ai compris, en fait, quand j'étais comme ça, dans quelle énergie j'étais, et je comprenais la différence entre Yéna et Yéna quand elle est en channel, quoi. et en fait, non, je me suis rendu compte après coup que c'est quelque chose que j'avais toujours eu, et que je prenais souvent les bonnes décisions, et que mon père me disait, parce que ça revient un peu à une question que tu m'as posée, j'ai pas répondu tout à fait, c'est, mais est-ce que tes parents, ils se sont dit, elle va faire de l'art plastique, mais comment elle va faire pour sa réussite, etc. Mon père m'a dit, et il me dit régulièrement, quoi que tu fasses, j'ai toujours confiance en toi. Tu fais toujours les bons choix. Tu t'es toujours entouré des bonnes personnes. Il y avait une confiance absolue. Quoi que je fasse, alors que je prenais des chemins quand même qui étaient un peu périlleux, quoi. Ouais. Il fait non, ok. J'avais cette assurance parce que je suivais mon instinct et en fait, je me suis toujours laissé guider quelque part. C'est étrange parce qu'en même temps, j'agis, je décide et en même temps, non, je me laisse guider. C'est très bizarre, je sais ce que je dis. Mais en même temps, il y a un côté paradoxal et c'est ça qui est intéressant parce que pour moi, ce que tu es en train de décrire, c'est la conception que je pourrais avoir de l'humain du futur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dichotomie en apparence, d'un côté rationnel de l'un et puis de ce qu'on pourrait qualifier de l'instinct ou la spiritualité de l'autre. Or, ta créativité dont on parle depuis le début là, et forcément que la créativité vient de quelque chose d'instinctif. On ne construit pas quelque chose qu'on projette sur un appareil photo. On n'est pas en train de réfléchir là. Le cadrage, au début, c'est déjà instinctif. On a un nez, on a des mains, on sent pour les couleurs. C'est tout un ensemble de choses. Et ça relève de l'instinct. Et ça implique, quand je parle d'instinct, qu'il y a quelque chose de plus grand en soi qui coule. C'est vrai. Et qu'on est à l'écoute de ce qui coule en soi. Donc, puisque ça a toujours été là depuis l'âge de 4 ans où tu as été plongé dans le domaine artistique, forcément, on peut penser que si je l'ai pour moi, ça veut dire que tout le monde le possède. Absolument. Ce qui est vraiment le cas. Oui, c'est sauf que la plupart du temps, en grandissant, on ferme ses portes. Et on peut dire chez toi que le milieu artistique t'a permis de garder, voire d'agrandir ses portes. C'est vrai. J'avais jamais pensé à ça. Parce que si on parle d'imaginaire, on parle de merveilleux, et on parle donc d'émerveillement. Et donc la capacité que tu avais, où je posais la question, d'où te vient cette capacité de tout le temps voir le côté positif, ou de voir le côté, finalement je vais m'en sortir, la vie va me mener là où je dois aller, avec le sourire, sans enjeu, c'est bien à cause de l'émerveillement. Ah ouais, grâce même. Ah oui, à cause ou grâce, mais bien évidemment. Ouais. Donc la question qui se pose maintenant, et ça on va en venir à ce que tu fais aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à transmettre ça aux autres? Parce que de prime abord, si tu en es venu à faire du management, driver, coacher des chefs d'entreprise, des gens, des pontes divers et variés, de prime abord, on peut penser que ce sont des adultes qui, plus ou moins, ont fermé leur ressenti pour être bien dans les clous de ce que la société veut. Pour certains, ils ont dû bosser, défoncer des portes, etc. Et ils ne sont pas amusés du tout. Ils sont allés avec la niaque, avec les dents qui raillent le parquet pour être compensés, tu vois, ce genre d'image. Et ces mêmes personnes voudraient, on va dire, toucher cette fameuse créativité, ce fameux instinct, sans avoir à se délester de leurs barrières, de leur conditionnement, etc. De choses qui de prime abord, pourraient être assez compliquées. Donc, que ça soit des groupes de dirigeants, ou que ça soit des groupes de monsieur, madame, tout le monde, la problématique reste la même, à savoir comment lâcher ce qui est connu pour accueillir cet inconnu. Et faire confiance à cet instinct, cette créativité, parce qu'elle, on ne sait pas où elle va nous mener. Là, on fait l'appel du cœur. Est-ce que ça s'apprend, ça? Je te pose la question. La créativité? L'appel du cœur, ouais. Là où la créativité. Non, moi je pense qu'on l'a en soi. Et à un moment donné, on ouvre la porte ou on l'ouvre pas. Ou on l'ouvre un petit peu et voilà. Et je pense qu'à un moment donné, faut se lancer dans le bain, quoi. L'intuition, la créativité, absolument tout le monde a ça. Absolument tout le monde.
Après, c'est à quel point les épreuves de la vie, entre guillemets, hein, nous ont bridés, ou on fait que le mental a voulu nous protéger. C'est ça qui fait on a pu le dépasser ou pas, hein, je sais pas. Alors Yéna, qu'est-ce que tu proposes? Là, on est dans une phase où on parle déjà de laisser totalement venir ce qui vient, parce que quand on parle de channeling, ça peut faire peur à bon nombre de personnes. Bon nombre de personnes aussi disent non mais bon ça, canaliser, oui bon pourquoi pas, mais à qui on se canalise? On canalise qui plutôt? Si on sert de canal ou de médium, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre dans l'invisible potentiellement, mais il y a de tout dans l'invisible. Tu parlais de chez toi, de par ta culture, de la croyance dans les esprits. Ouais. Bon, il y a des bons et les mauvais. Eh oui. Donc, ils aiment bien jouer aussi, eux. Oui. Donc, quand on canalise des informations, qui parle de l'autre côté? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, entre guillemets, être sûr de l'information? Parce que dans notre monde occidental, d'autant plus, rationnel, c'est quoi les preuves? Et toi, paradoxe, c'est que tu as ces deux mondes-là, et que ça ne te pose pas de problème. Comment tu fais pour évoluer, ou pour ne serait-ce que communiquer peut-être avec des gens qui soient d'un bord ou de l'autre, et qui peut-être sont un peu dans des extrêmes? Tu vois, entre ceux qui sont très fly, très aériens, mais qui ne construisent rien, et puis d'autres qui sont à fond dans la construction, mais par contre, tous ces milieux, c'est quoi? C'est gourou, secte, channeling, formation, esprit, oulala. Comment tu fais pour essayer de faire des ponts entre ces deux mondes? Je pense qu'on m'a souvent dit que j'étais une sorte de caméléon. En fait, je suis capable de m'adapter absolument à un peu tout le monde, je pense, grâce à l'observation, etc., puis l'instinct. Effectivement, j'arrive autant à parler aux uns qu'aux autres, mais j'ai toujours ce côté, en fait, concret. Il y a toujours le truc concret, quand même, quelque part. Même quand je parle de spiritualité, de canalisation, de toute façon, déjà, je fais expérimenter. Donc, il y a que ça. Ça sert à rien d'en parler. Je dis, donne-moi un prénom. Et là, tac, j'ai des infos, et quelquefois, on discute et je ressens des choses, et du coup, on développe, je dis, ouais, je ressens ça, et puis, c'est toujours un échange, en fait. C'est pas, je te dis, voilà, il se passe ça, qu'est-ce que t'en penses, et je peux répondre par mail, hein, ça marche pas comme ça, c'est vraiment un échange. Au fur et à mesure, je pose des questions, je fais, et ça correspond, je fais, oui, c'est ça, et en fait, je pose des questions, et en plus, ça nous amène au fur et à mesure à affiner un sujet, et quelquefois, je suis partie dans des choses, mais vraiment hyper précises, mais moi-même, j'avais même pas pensé que ça existait, quoi. Par rapport à des relations qui se jouaient, en fait, en échangeant, en fait, on se nourrit mutuellement et on arrive à trouver quelque chose qui n'aurait pas pu être décelé autrement que par cet échange et par le channeling. Et souvent, c'est même pas parce qu'on me le demande. Hein. On parle d'un truc et je ressens, tiens, tiens, là, il ressent ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ça vient comme ça. Et en plus, ça vient très naturellement. Alors comment est-ce que peut-être des personnes, je parlais de Tony Robbins tout à l'heure, t'ont inspiré ou t'ont aidé à formaliser ta... Parce que là, je ne sais même pas si on peut parler de pratique ou de technique, mais en tout cas, c'était quoi ton souhait en créant Yéna Project? Mon souhait, est-ce que je parle de l'origine aussi, qui a un rapport direct avec Tony Robbins, c'est bien que t'en parles. En fait, s'il y a 2 ans et demi, je dirais, il y a un documentaire sur Tony Robbins qui s'appelle I'm Not Your Guru. Voilà. Et j'ai regardé ça. Et j'étais la formatrice nationale, donc du fameux réseau entrepreneur international. Je formais tous les directeurs de France et Belgique francophones, en plus de faire, je ne rentre pas dans le détail de mon ancien travail, mon précédent travail. Et en fait, je le regarde. Donc je sais que c'est une partie de ce qu'il propose, c'est pas que ça, mais c'était axé sur cette partie-là où il fait des live coaching en fait. Par contre, lui, il prépare des fiches, et quand même toute son équipe qui trie les questions. Du coup, quand il interroge quelqu'un dans la salle, il sait quelle est la problématique. Voilà. Et en fait, quand je l'ai vu faire ça, et je le voyais en train d'engueuler les personnes et tout, et quand je le voyais, je me disais, mais ça me fait penser à moi. En tant que formatrice nationale, je faisais ça de temps en temps. En fait, quand ils arrivaient pour la méthode, je leur dis, vous venez pour la méthode et tout? Oui. Je dis, bon, sachez que la méthode, vous avez tout dans les bouquins. Là, vous venez en formation avec moi, parce qu'on va, entre nous, partager des expériences du terrain et voir comment on peut aller plus loin. Et je vais vous parler beaucoup plus de communication, de relationnel, de posture, que finalement de la méthode. Mais vous inquiétez pas, vous serez nourris, je vais vous parler quand même de la méthode. Et en fait, c'était un prétexte pour moi, je faisais du développement personnel, en fait.
Et c'est ça, de toute façon. Ouais. Et j'avais un plaisir, j'en parle, j'ai des frissons de partout. J'adorais ça. J'étais dans ma salle et puis eux-mêmes, je leur disais, et croyez pas que je suis celle qui sait qui va tout vous apprendre, tout vous enseigner, parce que moi aussi je vais apprendre de vous. À chaque fois que je fais une formation, j'apprends de nouveau quelque chose grâce à vous. Donc c'est un échange, hein, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, en fait, voilà, le partage d'expérience. Et c'était vraiment... et comme moi, j'étais une directrice qui réussit, c'est toujours le cas, hein, qui réussit. Donc déjà, il y avait cette crédibilité par les résultats, mais après, il y a aussi tout le reste qui est plus fin. Et je leur disais, cash, moi, j'utilise 70% de mon intuition. Je vous invite à faire de même. Et vous regardez, et faites-vous confiance. Je dis, ne réfléchissez pas. Quand, au premier abord, vous voyez quelqu'un, vous dites, tiens, lui, je sais pas si on va l'intégrer dans le groupe et tout, je le sens pas, mais c'est que c'est bon. Par contre, si vous avez laissé quelques secondes et que votre intellect, parce que on ne peut pas trop parler avec les terminologies, jargon spirituel, mental et tout, on ne comprend pas forcément, si on commence à réfléchir, à être dans l'analyse, ça peut tronquer votre première impression. Faites confiance à votre première impression. Je dis, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ça m'a plutôt réussi. Et les fois où j'ai un peu, justement, pris des murs, hein, je me suis prise des murs, c'est quand j'ai commencé à analyser, à réfléchir, je me suis dit, t'as raison, c'est vrai. Et en fait, je faisais du développement personnel. Il y avait des directeurs, de temps en temps, qui disaient, ouais, mais là, cette réunion-là, je peux pas parler d'argent, c'est trop tôt, non? Et je le regarde, je fais, t'as un problème avec l'argent? Mais j'étais vraiment hyper cash. T'as un problème avec l'argent et tout? Peut-être qu'il faut que tu ailles voir un coach ou je sais pas, régler ce problème-là, parce que du coup, j'imagine que tu as peut-être aussi des problèmes pour vendre tes prestations à la valeur que tu aimerais. Je fais, oui, c'est vrai. En fait, et puis je partais dans des trucs, parce que j'étais à moitié incarnée par le channel qui interagit en même temps, quoi. Il y a vrai Yéna et son expérience. Et les infos que j'ai, et ce qui est bien, c'est que toujours je pouvais raconter une histoire, souvent qui était de moi, la mienne, hein, ou d'autres histoires que j'ai vécues, et je témoignais. Et il n'y a rien de mieux que de raconter des histoires pour que les personnes s'imprègnent et intègrent. Parce que des concepts, ça, partout, hein, dans la transmission, dans les formations, on va te donner des concepts. Oui, intellectuellement, tu as tout compris. Mais en fait, qu'est-ce que tu en as vraiment retenu? Est-ce que tu l'as intégré? Non, parce que c'est resté là. Et moi, je leur partage des histoires et je leur fais vivre, je les accompagne avec moi, je raconte vraiment même des histoires où je me suis fait dézinguer par des membres, je raconte tout, en toute transparence, parce que ça va leur servir. Et en même temps, voilà, quand je vois qu'il y a un blocage, je dis, attention, là, dans ta posture, c'est toi le directeur du groupe, donc c'est toi qui es le boss. Là, tu es en train de te faire bouffer par les membres. Et si tu n'as pas ton autorité, tu ne gardes pas ton autorité, tu n'arriveras jamais à amener le groupe là où tu veux. Effectivement, on va te dire, ouais, toi, ce qui te gêne, c'est que tu vas pas être aimé, mais je dis, c'est quoi l'objectif quand tu es directeur d'un groupe? C'est d'être aimé ou c'est d'aider l'ensemble à réussir? Réfléchissez bien, parce que finalement, on va plus vous aimer, même si vous avez été, entre guillemets, méchant, que si vous aviez été, oui. Et ben en fait, ça apporte peut-être pas forcément des résultats. Donc soyez ferme. Et en fait, je faisais beaucoup de développement personnel et tout. Et à la fin des formations, j'avais des notes. Hein, il y a des directeurs de région qui appelaient le directeur national, qui me disaient, mais je sais pas ce que tu leur fais, ils sont fans de toi, parce que je leur parlais cash. Et ça changeait en fait de ce qu'on a l'habitude dans ce milieu. Et puis en plus, je parle avec mes mots, vraiment un peu d'argot de temps en temps, parce que je suis comme ça. Je parle cash, j'ai pas besoin voilà, je suis dans une posture, oui, effectivement, je représentais quand même quelque chose d'important quand même au niveau national. Ouais, en sachant, mais moi, sachant... Mais en même temps, une référence. Mais c'est-à-dire que si tu as eu les postes que tu as eus, c'est en même temps parce qu'il y avait des résultats derrière. Bah oui. Donc la méthode, j'allais dire, on s'en fout. Si ceux qui voulaient un résultat, en faisant appel à tes responsabilités, avaient le résultat escompté. Donc en même temps, ce qui est intéressant, c'est que on enlève, on va dire, on dépoussière la notion du coach, entre guillemets, qui est assez, entre guillemets, mal vu peut-être en France, parce qu'encore une fois, anglo-saxon. Ouais. C'est pas français, hein, avec tout ce qui vient, ça va pas. Mais c'est encore à l'américaine. Voilà, mais il y a des belles choses et il y a des bonnes choses, quoi. Et notamment, dans ce que tu es en train de nous dire, c'est ce qui faisait que ça marchait avec toi, c'est que tu étais toi. Tu n'avais pas les diplômes, tu avais l'expérience de la vie, tu avais ta créativité, l'amour, tu partages des êtres humains qui étaient là. Et je pense que c'est vraiment ça l'essentiel, c'est d'avoir conscience que ce que tu peux leur donner, tu le reçois tout autant sans même qu'ils en aient conscience. Alors il y a des principes, on va dire, fondamentaux, directeur, bourreau, victime, sauveur, forcément.
Lorsque tu souhaites, toi, tu mets en place ces coachings de groupe, ces live coaching, comme on dit. En quoi ça consiste? Si tu peux nous poser un petit peu le cadre et de voir un petit peu comment est-ce que ça se goupille. Quels sont les outils que tu utilises ou que tu pourras utiliser? Ouais, en fait, c'est sous forme d'événements. D'où en fait le Tony Robbins, en fait. Ça raccroche, en fait. Quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit... En fait, c'est même pas que je me suis dit, je l'ai ressenti là. C'était hyper puissant. Je me voyais sur scène en train de faire la même chose que lui. Mais à ma manière. Ça sera du Iéna, ça sera pas du Tony Robbins. Et lui, il n'est pas channel. Bon, à ma connaissance. Et je me suis dit, mais oui, je me vois faire ça. Parce que j'ai envie d'aider un maximum de personnes à être épanouies. Mais bon, avant tout, il faut être. Mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Et je me suis dit, mais oui, je me vois complètement faire ça. Et c'est vrai que c'est resté 2 ans et quelques et tout. Je me dis, ouais, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Mais finalement, non, en fait, la vie a fait que il fallait le faire là. Il n'y a pas de raison d'attendre, en fait. Et toutes les personnes qui me connaissent, mais t'attends quoi? De toute façon, voilà. Et en fait, voilà, ça sera c'est sous forme d'événements, en fait. Ça sera, à terme, voilà, dans une grande salle comme lui, mais déjà avec une trentaine de personnes. Au théâtre de 10 heures, en fait, j'ai déjà la salle validée, tout ça. Hein, c'est à Paris. Hein. C'est une salle qui contient 140 personnes. Après, il faut voir avec les jauges, dès qu'on pourra retourner en présentiel. En présentiel. Hein. Donc ça, c'est déjà voilà, le terrain de jeu, on va dire. Oui, parce que je précise pour ceux et celles qui regardent cette émission qui sort au mois de juin, qu'elle est enregistrée fin avril. Donc il peut y avoir un décalage, on attend la fameuse date du 3 mai, on verra. Donc chez toi, en tout cas, il y a cette idée de présentiel qui est essentielle. Hein, c'est indispensable. En même temps, ça peut très bien marcher en visio. Hein. Parce que l'énergie, elle est là. Ça se capte de la même manière. Hein, ça ne change absolument rien. Mais j'aime bien le côté quand même où on se voit, on interagit. Voilà, après, s'il faut faire de la visio, ça sera de la visio, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le côté scène, le côté il y aura de la musique, il y aura des belles choses. En fait, je veux du beau. Je veux du beau parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de monter ces fréquences vibratoires et le beau en fait partie, en fait. Et il y a une danseuse. Après, je révèle pas tout. Il y a chanteur lyrique. Il y aura différents types d'exercices. Oui, il y aura justement où le corps est important. Oui, tout à fait. Il y aura des exercices effectivement avec de la musique assez forte où on se libère en fait, on se lève et on fait ce qu'on veut. Voilà, bien sûr, j'orienterai quand même pour que ce soit ça démarre. La musique fera qu'on s'adaptera à la musique, donc des mouvements plutôt amples et aller au bout de son corps. Parce que en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de leur corps. Et par le mouvement, par la danse, on appelle ça comme on veut, expression corporelle, on prend plus aussi conscience de son corps et son corps dans l'espace. C'est hyper important. C'est hyper important d'aller jusqu'au bout du mouvement et pas se dire « Ouais, non, je ne m'assume pas, il y a un truc comme ça. Ouais. » Et il y aura des exercices, il y aura des méditations à pleine conscience, des choses comme ça aussi. Mais surtout, la base, c'est du life coaching. C'est quelqu'un qui est dans la pièce. Voilà, il y a un truc, ma plus grande frustration du moment, c'est ça. À savoir par exemple, quelqu'un qui me dit, voilà, ma plus grande frustration du moment, c'est ça. Ah oui, d'accord. Okay. Et en fait, on va échanger avec la Iéna méthode. La Iéna méthode que j'ai affinée ces dernières années en faisant beaucoup avec des amis, avec des personnes que je croisais. Et en fait, c'est vraiment cet échange-là. Question-réponse, question-réponse. Souvent, ça part d'un prénom. Quand ça part d'un prénom, c'est plus impressionnant, plus spectaculaire. Hein, parce que je connais vraiment pas la personne, donc je peux pas t'influencer. Quoi. Donne-moi un prénom, tac. Qu'est-ce que je ressens? Ok, je n'ai pas besoin de formaliser d'ailleurs. Je ressens ça, et ça correspond. Ah oui, la personne elle est comme ça. Quelquefois, je vois vraiment des chevaux, je vois des choses très précises. Oui, elle fait des chevals. Je vois des choses très précises et l'échange. Mais ça a un lien quand même avec la demande de la personne. C'est jamais au hasard.
Parce qu'on peut voir tellement de choses en fait. Est-ce que tu, parce que ce que tu me dis fait penser donc à de la clairvoyance, c'est-à-dire que tu te branches directement sur les énergies de la personne. Il y a des images qui peuvent venir. Et, des ressentis aussi, ouais. Bien Physique évidemment, dans le corps. tu parles du corps. Hein. Et à travers ta pratique, qui est l'utilisation, encore une fois, du domaine artistique, que ce soit à travers la danse, la musique, peut-être d'autres choses. Tout ça vient peut-être ouvrir, déverrouiller certaines parties de nos corps, physique, énergétique ou autre, et des informations que tu peux recevoir, de pouvoir permettre à ce que ce qui était de l'ordre de l'inconscient puisse avoir comme un déclic, tu sais, un verrou qu'on ouvre pour faire déboucher ou faire changer, bouger l'énergie chez la personne. Et il y a des personnes comme toi, ça revêt d'autres choses, moi je pense à Franck Lobvé. Alors, question, est-ce que tu connais Franck ? Je connais, j'ai écouté un peu... ce qu'il disait. Et dans quelle mesure est-ce que peut-être sa vision du monde au sens large te parle ? Oui, il y a des choses qui me parlent. Après, bien sûr, on a chacun notre prisme. Hein, tout à fait. Et moi, je serai la réplique de personne. Moi, j'ai voilà, vraiment mes positions sur certaines choses. Et en plus, mes positions sont tout à fait susceptibles de changer, faire un revers de 180 degrés si c'est nécessaire. J'ai aucun problème avec ça. Il n'y a rien qui est figé pour moi. Oui, par rapport à Franck Lobvé, oui, les notions de bien et de mal, là, je suis tout à fait en phase. Hein. En fait, ce côté vivre des expériences, le bien, le mal, mais qu'est-ce que c'est, par rapport à qui oui, on a de toute façon tous une part de lumière, une part d'obscurité, il faut aller voir les deux. Bien sûr, voilà. Après, dans ma mission, c'est quand même amener un maximum de personnes à être heureuses dans l'épanouissement. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé quand on m'a dit, petite, c'est quoi ton but dans la vie ? Ah bah moi, mon but dans la vie, c'est être heureuse pour moi d'abord et après pouvoir permettre d'autres personnes dans mon entourage, voire plus, à être heureuses à leur tour. Je ne sais pas de quelle manière, mais si je peux apporter ça, pour moi, c'est mission accomplie. Alors ça, c'est très intéressant que tu nous branches que tu me branches sur cette voie-là, parce que dans la notion de vouloir être heureux, tout à l'heure, par exemple, hors antenne, je te sépare de Philippe Lenoir. Oui. Qui est donc un représentant qui on dit que c'est celui qui représente à l'heure actuelle la quête du bonheur, c'est lui en France qui en est le plus grand promoteur. Bon, en même temps, je connais pas. Réalisateur, auteur, écrivain, enfin 36 000 casquettes. Ce qui est très intéressant, c'est que notre société commerciale donc nous vend du bonheur à toutes les sauces. Ouais. Et quand je dis vendre, c'est-à-dire que acheter une paire de baskets, un t-shirt, passer à la télévision, écrire un livre, la quête du bonheur pour tout, pour rien, sans compter qu'à l'heure actuelle, d'autant plus avec la situation de la crise sanitaire, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en dépression, etc. Donc, encore une fois, dans cette idée de vendre du bonheur. Ouais. Ce que je suis en train de te dire là, c'est pour que tu puisses peut-être nous montrer en disant est-ce que Yéna est heureuse ? Tu pourrais me dire oui. Mais en même temps, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière la définition du bonheur. Ouais. Pour toi, finalement, c'est quoi le bonheur ? C'est un ressenti, en fait. C'est quoi qu'il arrive, en fait. Oui, des fois, ça fait mal. Petite claque. Ouais, j'assume. Hein, je me plonge dedans, j'assume cette douleur, mais après c'est bon, on passe à autre chose. Pour moi, c'est une vibration en fait. C'est une vibration qui est lumineuse, qui est chaleureuse, tu vois, rien que d'en parler, ça me fait des petits frissons dans la gorge. C'est quelque chose que tu as envie de partager, tu as envie qu'un maximum de personnes soient dans cet état-là, cet état d'être en fait. Même si c'est pas un but en soi, et on n'est pas obligé de faire ce choix-là. J'ai fait ce choix-là. Et pour les personnes qui souhaitent aussi être dans ce mouvement-là, avec plaisir si je peux contribuer pour que vous amenez à ça. Mais de toute façon, c'est votre job, c'est pas le mien. C'est pas moi qui vais faire le... Alors, j'entends très bien, mais en même temps, question pour toi personnelle, est-ce que d'être dans cette quête du bonheur t'empêche de vivre des expériences difficiles ? Est-ce que, grosso modo, Yéna se prend encore des claques dans la figure ? Oui, oui, complètement. Complètement, même encore il y a 2 jours, je me suis pris encore une claque. Non, et il n'y a aucun problème avec ça. Et même, j'ai fait une recherche de l'obscurité récemment, en plus. Ces derniers mois, j'ai été creusée. Alors justement, parce que la plupart des gens, si tu veux, vont dans cette quête du bonheur pour ne plus avoir à souffrir. Ah non, pas ça.
Non, c'est de vibrer ce truc-là, cette sensation-là. Et pour rebondir sur tes exemples, ah oui, le bonheur c'est d'acheter une paire de pompes, etc. Non, mais ça c'est le bouquet de fleurs. Ce que moi j'appelle le bouquet de fleurs. C'est un truc que j'ai un peu inventé comme ça, qui est venu parce que j'ai entendu cette expression du pêcheur en fait. Je veux pas te servir le poisson, je veux t'apprendre à le pêcher. Et moi ça m'a inspiré. Je me dis moi c'est pas ça, c'est encore autre chose, c'est un autre niveau. Moi j'ai envie d'aider les personnes. Enfin voilà, faciliter. C'est pas moi qui ferai à leur place. De toute façon, donc c'est ça. Vous allez prendre les graines, vous allez les semer, vous allez les arroser. Dans le pot, la plante, la fleur va pousser, elle va s'épanouir, donc c'est cette notion d'épanouissement. Mais après, oui, ok. Après, la fleur, elle peut faner, mais il faut l'entretenir. Et vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le bouquet de fleurs. On peut offrir un bouquet de fleurs. Ah bah oui, c'est très beau, ça dure 5 jours et ça meurt, ça fane. Après, on retombe dans son truc. On oscille entre le top et le bof, en fait, tout le temps. Et mon objet, en tout cas, mon souhait, c'est d'amener un maximum de personnes à maintenir. C'est ça, il faut maintenir, enfin pour moi, maintenir dans la mesure du possible pour être un maximum de temps dans cet état d'être-là, qui fait qu'en fait, on est aussi créateur, en fait. Plus on est dans l'amour, l'abondance, la joie, on crée et on apporte, on est dans le don, on apporte à soi et on influence en fait les autres, on les tire vers le haut aussi pour ceux qui ont besoin d'une petite étincelle à ce moment-là et on partage plein de choses. Et pour moi, c'est ça, c'est côté expansion en fait. Et le pot de fleurs, moi c'est vraiment cette image que j'ai, c'est voilà, on fait ce qu'il faut pour avoir ce pot de fleurs, et après ce pot de fleurs, si on veut que les fleurs continuent à s'épanouir, à avoir des nouvelles pousses aussi, et on l'arrose. Pour ça c'est une question de maintien, d'hygiène. De vie. Exactement, tu vois, on a dit le même mot en même temps, parce que oui, aller dans un ashram en Inde, on se dit voilà, je pars une semaine, c'était super, je reviens là et tout, j'ai connu le bonheur. Moi j'appelle ça, je vais peut-être agresser certaines personnes, mais j'appelle ça du tourisme spirituel, si tu maintiens pas derrière en fait. Et après tu retournes dans ton truc du quotidien, 3 semaines après tu es dans tes mêmes merdes, tu es dans tes mêmes mon patron. Je suis très cash, je suis désolée, je suis un peu mais je le vois tellement autour de moi. Je dis non mais prends tes responsabilités quoi. Il y a que toi qui peux créer ta vie, il y a que toi qui peux, si c'est ça que tu veux, parce que t'es pas obligé, une fois de plus j'insiste, on n'est pas obligé de vouloir ça. On n'est pas obligé de vouloir sentir cet état d'être, de bonheur, d'épanouissement, il n'y a aucune obligation. Mais ceux qui le souhaitent en tout cas, fais ce qu'il faut quoi. Et ça vient de toi, c'est pas quelqu'un, ça vient pas de l'extérieur, on peut te donner des outils, mais après c'est à toi de maintenir. C'est une hygiène, c'est comme tous les matins tu te brosses les dents, et tu t'habilles, tu fais ça, sinon tu sors dans la rue à poil et on va te regarder bizarrement, et tu dis ouais, pourquoi on me regarde mal. Je pars dans des délires, pardon, mais c'est vrai que... mais je suis comme ça, moi j'aime bien partir dans créativité, des... C'est ça part. Là, tu démarres au quart du tour en plus. C'est ça. Alors, question. Quel regard tu portes sur ce que nous vivons tous à l'heure actuelle? Je vais te donner un indice de référence pour que tu puisses rebondir. Au mois de janvier 2021, selon un sondage IFOP, on en était à 15% des Français en situation de dépression. 2 mois après, mois de mars 2021, on était à plus de 25%. En l'espace de 2 mois, c'est gigantesque. D'après toi, qu'est-ce que nous sommes tous en train de vivre? D'un point de vue collectif, on va peut-être rester à la France, ou pourquoi pas le monde, ça dépend comment toi tu souhaites poser ton regard. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, d'après toi? Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vit en fait une sorte de... c'est pas un combat, j'aime pas ce terme-là. Moi, je suis plus, j'ai été dedans, je suis plus dedans. Après, ça peut arriver ponctuellement, mais c'est comme s'il y avait entre l'ombre et la lumière. En fait, il y a un truc qui se joue en fait. Et moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à toute cette situation qu'on connaît depuis 2020, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être toujours mon côté optimiste, mais on passe à une autre ère en fait. On passe à quelque chose qui doit amener à plus peut-être de prise de conscience. Et je pense qu'on était dans un monde où il y avait trop de zombies. Personnes qui vivent en fait sans être incarnées et effectivement malheureusement sont partis ceux qui ne pouvaient pas passer cette étape-là. Malheureusement ou heureusement, pourquoi malheureusement d'ailleurs? C'est comme ça que ça devait se faire. Ces personnes-là se sont déjà sûrement réincarnées, etc. C'était leur chemin de vie, c'est comme ça. Et en même temps, moi je sens
qu'il y a quand même des prises de conscience qui sont en train de se faire, hein, et beaucoup plus de personnes sont en train justement de chercher, hein, à aller vers ça. En fait, d'ailleurs, j'ai acheté des pierres il n'y a pas longtemps et je voyais le nombre de personnes, oui, effectivement, qui s'ouvrent à ça, qui cherchent en fait peut-être refuge, hein, ailleurs, hein, quelque chose pour les aider peut-être. Et après, voilà, ça peut être un accessoire, mais ça vient de soi, quoi. Et je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience de ça. Que en fait, on doit être conscient, on doit être présent à soi, on doit essayer de fouiller aussi un peu ce qui se passe là-dedans et ressentir. Et je pense qu'au final, c'est ce vers quoi on va. Et pour cela, effectivement, on a besoin d'avoir peut-être plus en plus de personnes conscientes et de basculer un peu plus vers la lumière. Et si la lumière est un peu majoritaire, ça va nous permettre de passer à l'étape suivante. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Là, il n'y a pas de... Ouais, d'accord. Quand tu nous disais qu'il y a quelques jours, là, justement, tu as été faire un tour dans tes ombres, qu'est-ce que ça implique d'aller faire un tour dans ces ombres? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que l'on devrait tous faire? Oui, pour moi, oui. C'est quelque chose que je ne faisais pas encore il y a 1 an et quelques. Est-ce que ça veut dire que tu ne te remettais pas en question? Si, si, par Alors, contre, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le temps en question. Alors, c'est pour ça que je reviens sur aller voir ces ombres ou visiter ces ombres ou accueillir ces ombres, je ne sais pas. C'est d'assumer les parties chez moi qui sont pas forcément les plus valorisantes, on va dire. Après, selon quels critères, c'est toujours pareil, c'est toujours par rapport à, oui. à ce qu'on a fixé. Voilà. Relatif, hein. Voilà, c'est toujours relatif. Hein. Mais le côté où oui, j'étais quand même sacrément dans le contrôle, il y avait quand même des choses comme ça un peu... et là, bah oui, là, il y a 3 jours, je me suis vue dans mon mental, mais à fond, quoi. J'étais bien, j'étais au soleil, au bord de l'eau, il n'y avait aucune raison. Et j'essayais de me connecter, j'arrivais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma pauvre fille, t'es dans ton mental à fond, laisse passer. Il n'y a pas besoin de lutter, ça sert à rien. Laisse faire, va voir, va au fond. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi qu'est-ce que tu ressens? Ok, bon bah après laisse-le transmuter tranquillement et je pense qu'aujourd'hui ça va déjà mieux. Mais pour moi il n'y a pas de lutte en fait. À un moment donné, si on lutte, c'est toujours en fait une énergie qui est les choses pour moi peuvent se faire en douceur. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi. Il y a un truc comme ça qui se pousse, une danse, une mouvance, quelque chose qui se pousse, et c'est quand on va dans la lutte qu'après il se passe des choses qui sont finalement pas ce qu'on souhaite. Hein. Ouais, ce à quoi on résiste persiste. Oui, exactement. Ouais, je le reprendrai ça. Tu peux, moi-même, hein, je l'ai reçu d'ailleurs. Super. Ouais, je te citerai. Pas de problème. Quand on parle dans tes prestations, ce que tu proposes, donc il y a le life coaching, c'est une chose. Quand on parle du channeling, est-ce que le channeling fait partie des life coaching ou est-ce que c'est donc les deux associés? C'est mon outil. En fait, ce que tu proposes, si j'entends, c'est des réunions à plusieurs. Ouais, des événements. Ouais. Des événements, on les appelle comme on veut, au sein desquels ça dure combien de temps? Une journée, il y a des formules différentes. D'accord. Il y a en soirée 1h30. Ah d'accord. Il y a une demi-journée, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, 2 jours, ou une semaine, séminaire. Ah oui d'accord, ça peut aller jusqu'à... D'accord. Ça c'est quand ça sera bien développé, c'est pour ça que je disais comme un peu à la Tony Robbins, quoi. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Donc il s'agit, durant ces différents laps de temps, de pouvoir créer des ateliers. Donc on l'a dit tout à l'heure, que ce soit musique, danse, entre autres, et puis certainement d'autres choses, peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, dans quelle mesure est-ce que tu penses te mettre en lien avec, on va dire, l'individu? C'est-à-dire que quand il y a un groupe, de prime abord, tu ne peux pas t'occuper de tout le monde. Et encore, ça dépend de la taille du groupe et ça dépend du nombre de journées que dure le séminaire potentiellement. Donc, comment est-ce que tu t'envisages à t'adresser d'une manière individuelle aux personnes? En fonction de quels critères? Qu'est-ce que tu attends quelque part de l'individu? Parce que le groupe, ma foi, c'est assez facile, tel que je peux l'envisager. En fait, ces événements-là, il n'y aura pas tant de préparation que ça, en fait. En amont. C'est toujours pareil. C'est un peu comme dans mes formations, je dis, en fait, vous m'apportez, on s'apporte mutuellement. Moi, je suis une facilitatrice.
Et en fait, chaque cas étudié, entre guillemets, viendra de l'intérieur. C'est quelqu'un du public. Donc on part de l'individuel pour que ça touche un maximum de personnes. Puisqu'on sait bien, hein, par l'expérience, que finalement, c'est toujours un peu les mêmes structures, un peu les mêmes schémas. Et qu'en traitant le cas d'une personne, ça va résonner chez d'autres personnes aussi. Peut-être pas à chaque fois, c'est sûr, hein, selon les thématiques, ça va résonner pour certains, pas pour d'autres, mais même en 1h30, il y aura suffisamment de thématiques, même en ayant 3 thématiques, ça touchera forcément tout le monde à un moment donné. Et c'est ça, c'est par l'expérience, et par le partage d'expérience et par raconter les histoires de ce qui s'est passé, en fait. Il n'y a que comme ça qu'on intègre, en fait. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas par des concepts. Les concepts, je peux en donner, hein, de toute façon. Et on part de ça, et après, grâce à ça, je peux, effectivement, transmettre quelques idées de concepts quand même. Il y a un aspect formation quand même, parce que ça, c'est ce que j'aime aussi. Hein, donc, mais ça vient d'abord d'une situation réelle. Et donc donc il s'agit pour les personnes, ponctuellement, en fait, c'est un atelier vivant. C'est ça, exactement. Vivant, enfin live en même temps, bon, ça veut dire vivant. Mais, il s'agit de créer des interactions de résonance. Et quand je dis résonance, c'est-à-dire qu'une personne va parler une tranche de sa vie par rapport à une problématique qu'il rencontre, pour laquelle tu vas intervenir, mais que ça va faire rebondir une autre personne. Exactement. Et comme une partie de ping-pong ou de tennis à plusieurs, la balle, on suit le fil. C'est ça. Et dans ce sens-là, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose à préparer, si ce n'est de rester bien accroché à ce fil. Et par effet de résonance, ça va parler à l'ensemble du groupe. Exactement. D'après toi, quelles sont les principales difficultés vis-à-vis du groupe ou de l'humain? Je ne sais pas, ça dépend, comme tu veux. Et si je pose cette question, je vais spécifier, c'est-à-dire que moi, en tant qu'animateur radio, j'ai remarqué 2 choses. La première chose, c'est que les gens adorent parler d'eux. Ça, c'est la première chose. Donc, de prime abord, on peut dire, c'est pas trop sorcier d'avoir, on va dire, quelqu'un qui va parler d'elle ou de ses problématiques. Mais en même temps, il y a une sorte de pudeur, orgueil, fausse pudeur, je ne sais, à pas vouloir parler de certaines choses intimes qui, des fois, sont difficiles. Que ça soit peut-être un viol, que ça soit avoir fait usage de manipulation sur autrui. Pourquoi pas, tiens, j'ai manipulé un tel, je ne suis pas fier. Donc, quelque part, d'exprimer vis-à-vis de gens que je ne connais pas mes propres manquements. Donc, passer à ce genre de témoignage peut être difficile aussi, paradoxalement. Donc, qu'est-ce que tu as constaté entre ces 2 pendants qui sont paradoxaux, comment faire en sorte de pouvoir faire circuler la parole auprès de personnes qui, de prime abord, auraient des difficultés à parler de leurs problèmes? En même temps, les personnes qui décident d'être là dans la salle, dans l'événement, quelque part, c'est qu'elles ont validé ça, quoi. Sinon, elles ne viendraient pas. Donc pour moi, la question, elle ne se pose pas. De toute façon, si la personne, elle bloque, ça sert à rien, quoi. Enfin, moi, je pense que, typiquement, j'arrêterais en cours de route si je sens que la personne ne se livre pas, mais logiquement, ça ne devrait pas trop se produire, quoi. Est-ce que tu n'as pas peur Enfin, c'est intéressant puisqu'on parle des peurs là, tu vois, de toi-même en tant qu'accompagnatrice, de te retrouver face à des situations extrêmes. C'est marrant, tu vois, je pense à Tony Robbins. J'ai vu le documentaire où on voit cette jeune fille blonde qui a été rentrée dans une secte, qui a été violée un nombre de fois incalculable, etc. Et quand elle témoigne, cette jeune fille-là, vu la charge émotionnelle, le truc énorme qu'elle balance, je me dis, mais comment Tony va pouvoir réagir face à ça? C'est un truc tellement énorme, comment il va s'en sortir? Bon, il s'en sort admirablement bien, mais c'est intéressant. Est-ce que tu peux avoir toi-même des appréhensions sur peut-être des mises en situation de genre de choses, ou quelque part, qu'est-ce que je peux faire face peut-être à la détresse humaine? Est-ce que j'en suis capable de pouvoir être présente, de faire ce qu'il y a à faire? Oui, là-dessus, je suis tout à fait... je suis très empathe, et j'avoue, peut-être dans mes zones d'ombre, peut-être des choses point d'amélioration s'il faut, je ne suis pas tant que ça dans la compassion. Donc en fait, je ne vais pas rentrer dans la douleur, en fait, forcément de l'autre personne, et je vais tout prendre de manière factuelle.
Même si je ressens l'émotion, hein, je dis oh là, je dis ah ouais là ça t'appuie là, je sens tes épaules. Et en même temps je sais que ça m'appartient pas, j'arrive très bien à distinguer quand c'est moi, quand c'est pas moi. Et bah j'ai déjà eu plein de situations comme ça, hein, où en canalisant j'ai vu des choses, des viols, j'en ai vu plein, des histoires comme ça d'inceste, de viol, de maltraitance. Et la personne s'est livrée à moi et on a pu échanger et on a mis le doigt là où fallait pour comprendre une situation. Et du coup, là-dessus, je me sens tout à fait solide. Peut-être qu'un jour ça changera, peut-être qu'un jour je vais me mettre à fond dans l'arme, je ne sais pas. Voilà, j'évolue aussi en tant qu'humain. Je suis quelqu'un qui me suis beaucoup blindée aussi parce que j'avais pas le choix, hein, enfant. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu resté. Je pense pas que je sois une force de la nature plus que ça. Je pense que je me suis protégée. Et c'est ça qui fait que j'ai été très solide et que j'ai pu aider beaucoup de personnes qui m'ont confié des choses terribles, mais terribles, quoi. On se dit, mais c'est même pas humain, c'est même pas possible. C'est pire que dans les films, quelquefois. Des situations qu'on me confie. Non, là-dessus, je suis pas, en tout cas, à l'heure actuelle, hein, je gère ça très très bien. C'est factuel pour moi. C'est c'est des schémas, c'est des situations qui existent, malheureusement, ou heureusement. C'est toujours pareil. Oui, c'est vrai. Ou heureusement, parce que grâce à ça, maintenant, c'est une force. Tu fais ça, et tu n'aurais pas vécu ça, même si c'était terrible au moment où tu l'as vécu. Aujourd'hui, ça t'a permis d'aller à ce niveau-là, et peut-être que, voilà. Oui, c'est vrai. On arrive à la fin de cette émission, Yéna. Je reviens sur là où j'ai commencé au tout début de cette émission, sur le fait que tu ne fasses pas de séances individuelles, si ce n'est sur demande. Je te demande pourquoi. En fait, comme je reviens à ma mission, c'était d'aider un maximum de personnes. Je pense que moi j'ai plus de plaisir à pouvoir aider un maximum de personnes et que ça puisse bénéficier, voilà. Toucher un maximum de personnes. Donc pour moi, l'aspect groupe, l'aspect grande salle, ça permet d'y accéder plus rapidement. Bien sûr, je peux pas dire dans l'absolu, je ne ferai pas d'individuel. Ça sera effectivement sur demande et je pense aussi que c'est aussi pour préserver mon énergie, parce que je pourrais être sollicitée beaucoup. C'est déjà le cas à l'heure actuelle pour des individuels. Mais je tends de plus en plus à faire de plus en plus de groupes et plus en plus, aussi pour une gestion d'énergie, parce que je dois être aussi efficace et aussi et je dois penser à moi également. C'est normal. Comment je suis pas, il n'y a pas de raison de se sacrifier. Il y a aucune raison. Je l'ai déjà fait auparavant. Je ne c'est expérimenté, ça y est, c'est fait. Ouais, c'est fait. Ça a été fait, refait. Je n'ai plus besoin de ça pour me sentir utile. Voilà, c'est un choix qui est bien pris en conscience, je pense. Un grand merci pour ta venue dans le cadre de cette émission. Je rappellerai à vous tous qui nous écoutez qu'il y a un site internet, yena-project.com, Yena, I-E-N-A, le tiret du 6, project, P-R-O-J-E-C-T.com. Vous retrouvez toutes les informations concernant Yéna sur la page d'Immédiat consacrée à cette émission, avec son site internet, son numéro de téléphone, enfin toutes les informations qui vous permettraient de rester en lien avec elle. Donc c'est elle qui me donnera ce qu'elle estime devoir vous donner. Et ça c'est pour la première chose. Vous avez toutes les informations en cliquant, si vous êtes sur YouTube, dans le descriptif, il y a le lien qui ramène à l'article sur Immédiat. Donc allez-y, cliquez dessus, ça c'est une première chose. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire circuler cette émission. Peut-être que d'autres personnes pourraient être intéressées, interpellées, donc n'hésitez pas à faire circuler. Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, ça c'est en fonction de vous, de chacun. De laisser un commentaire. Le pouce est très important parce que la plupart du temps, vous laissez plus de commentaires qu'il n'y a de pouces. Je vous rappelle que les pouces, c'est ce qui permet à cette vidéo d'être la mieux référencée, donc n'hésitez pas à laisser un pouce. À vous abonner là aussi à la chaîne d'Immédiat pour nos futures émissions, nos futures sorties, que ça soit notamment peut-être à la page Facebook d'Immédiat, à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les dernières informations. En tout cas, n'hésitez pas là aussi à faire une donation en fonction de vos moyens. Nous apprécions ces donations si vous estimez que ces émissions vous apportent. Merci par avance. On se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission Espace Thérapeute. Prenez soin de vous, à bientôt.